Bonjour, c'est Benjamin de Natura Coach et aujourd'hui je vais vous parler du saumon et des oméga 3 avec la vidéo la plus complète jamais faite sur le sujet. Le saumon est-il bon pour la santé? Comment bien le choisir pour éviter les polluants? Y a-t-il d'autres poissons à privilégier? Pourquoi les oméga 3 sont indispensables à votre santé et à quoi servent-ils? Et enfin, comment optimiser vos apports selon que vous soyez omnivore, végétarien ou végétalien? Nous allons voir ensemble tous ces sujets et regardez bien la vidéo jusqu'au bout car à la fin, je vous donnerai tous les conseils de mise en pratique. Avant de voir dans le détail les questions de pollution, de métaux lourds, les différences entre saumon d'élevage et saumon sauvage, regardons tout d'abord pourquoi on voudrait manger dans l'absolu du saumon. C'est une excellente source d'oméga 3, ça vous l'aurez compris, mais également de protéines, de phosphore, de sélénium, un antioxydant dont je vais vous reparler juste après, de vitamine B1, B3, B6, B12 et même d'un petit peu de vitamine D. Alors intéressons-nous particulièrement aux oméga 3. Pour rappel, les acides gras sont classés suivant leur nombre d'atomes de carbone et de double liaison, et on peut distinguer les acides gras saturés, que l'on trouve essentiellement dans les produits animaux, surtout la viande et les produits laitiers, ainsi que dans certaines huiles comme l'huile de palme ou l'huile de coco. Ensuite, nous avons les acides gras monoinsaturés, que l'on va avoir dans l'huile d'olive, les avocats, les oléagineux, surtout les noisettes, les noix de macadamia, etc. Et enfin, les acides gras polyinsaturés, dans lesquels on va avoir les fameux oméga 3, ainsi que les oméga 6. Et on peut distinguer aussi une quatrième famille d'acides gras, les acides gras trans, que l'on trouve un tout petit peu à l'état naturel dans les produits laitiers, mais surtout au niveau industriel, dans les huiles partiellement hydrogénées, les fameuses graisses trans que l'on va surtout trouver donc dans les huiles de friture et qui sont à fuir absolument. Revenons à nos oméga 3 et nos oméga 6. Il y a deux points fondamentaux à retenir. Premièrement, les oméga 3 et les oméga 6 ont chacun leur utilité. Il ne faut pas, par exemple, un apport de 0 en oméga 6. Il faut vraiment un minimum de chacun. Mais il est vrai que les oméga 3 et les oméga 6 rentrent en compétition pour certains mécanismes et qu'on peut simplifier en disant que les oméga 3 ont une action plutôt anti-inflammatoire et les oméga 6 une action plutôt pro-inflammatoire. Mais le deuxième point, et c'est là qu'est le vrai problème, c'est que pendant des dizaines, voire des centaines de milliers d'années, nos ancêtres avaient plutôt une alimentation qui leur apportait un parfait équilibre entre oméga 3 et oméga 6, avec un ratio de 1 oméga 6 pour 1 oméga 3. Malheureusement, depuis un siècle et encore plus depuis la Seconde Guerre mondiale, dans les pays développés avec l'explosion des produits industriels, on est plutôt passé à 10 voire 20 oméga 6 pour 1 oméga 3 en moyenne. Pourquoi? En grande partie à cause de l'explosion de la consommation de certaines huiles, à savoir les huiles de tournesol, de maïs, de soja, des huiles très riches en oméga 6 que l'on trouve donc dans beaucoup de produits industriels qui sont issus justement de l'industrialisation de l'agriculture, que l'on va trouver aussi dans les margarines et qui ont connu un grand succès, surtout à partir des années 70, quand on a commencé à conseiller de remplacer les graisses saturées animales par ces huiles végétales, alors que l'on sait très bien aujourd'hui que cet excès d'oméga 6 est bien plus dommageable pour la santé cardiovasculaire qu'un apport en graisses saturées. On va aussi trouver des oméga 6 dans les céréales que l'on consomme directement et indirectement dans la viande et les produits laitiers issus d'animaux élevés en élevage industriel, gavés au maïs et au soja, souvent des OGM qui viennent d'Amérique du Sud d'ailleurs, ce qui entraîne un déséquilibre en faveur des oméga 6 dans leur chair par rapport à des animaux nourris naturellement à l'herbe, en pâturage, qui auront, eux, un bien meilleur équilibre oméga 6, oméga 3. Et je veux vraiment insister sur le fait qu'avec l'explosion de la consommation de sucre et la consommation de plus en plus importante de produits industriels apportant des calories vides de tout nutriment, ce déséquilibre total entre oméga 6 et oméga 3 est l'une des causes majeures de beaucoup de problèmes de santé dans nos pays modernes. Et donc merci les recommandations officielles qui vous ont conseillé pendant des années de manger plus de céréales, de prendre des margarines et également de consommer des huiles comme celle de tournesol. Alors regardons maintenant dans le détail à quoi servent les oméga 3 et les oméga 6. Ce qu'on oublie trop souvent de vous dire, c'est qu'il y a différents types d'oméga 3 et d'oméga 6. Regardez ce graphique. Alors n'ayez pas peur, vous allez voir,
c'est très simple. À gauche, vous avez les oméga 3 et à droite, les oméga 6. De haut en bas, vous avez les différentes étapes de conversion dans votre organisme. Dans les oméga 3, on part de l'acide alpha-linolénique ou ALA, qui est ensuite converti en EPA après quelques étapes et enfin en DHA. Idem pour les oméga 6, où l'acide linoléique, qui est celui que vous allez trouver principalement dans l'alimentation, est ensuite converti dans votre corps en d'autres oméga 6. Tous ont leur utilité, mais historiquement, on dit que seuls l'ALA et l'acide linoléique sont des acides gras essentiels dans le sens où le corps ne sait pas les fabriquer tout seul. Sauf que, et c'est là que cela devient vraiment intéressant, c'est que les taux de conversion de l'ALA en EPA et en DHA sont assez réduits. Environ 5% de l'ALA est converti en EPA et maximum 0,5% en DHA. Il y a des critères qui permettent d'optimiser cette conversion que je vous citerai à la fin de cette vidéo, mais on restera sur ces ordres de grandeur assez faibles. Et vu l'importance fondamentale du DHA pour votre santé, on peut quasiment le considérer comme essentiel également. Du côté des oméga 6, on peut aussi considérer l'acide arachidonique comme essentiel s'il n'y a pas assez d'apport en acide linoléique et ou qu'il y a une mauvaise conversion. Vous allez me dire tout cela est très intéressant, mais concrètement, dans quels aliments les trouve-t-on? Premièrement, les oméga 6, surtout l'acide linoléique, vous allez le trouver dans ces huiles que j'ai déjà citées, huile de tournesol, maïs, soja, ces huiles surtout utilisées dans les produits industriels. Il y a également certaines huiles qui ont plutôt un bon équilibre oméga 3, oméga 6, mais qui sont tout de même à éviter en trop grande quantité par l'apport en quantité absolue qu'elles apportent en oméga 6. Il va s'agir par exemple de l'huile de colza ou de l'huile de noix, que l'on cite souvent dans les huiles bénéfiques, mais encore une fois, il faut en avoir une consommation assez modérée. On va aussi trouver des oméga 6 dans les oléagineux, notamment les noix du Brésil, les noix de cajou, même un peu les amandes. Et enfin, comme je l'ai déjà dit, dans la viande et les produits laitiers issus d'élevage industriel et également dans les céréales. Pour les oméga 3, il faut distinguer deux types. Premièrement, les ALA, oméga 3 végétaux entre guillemets, que vous allez trouver surtout dans les graines de lin, les graines de chia, les graines de chanvre, les noix que j'ai citées juste avant, donc aussi dans l'huile de noix, dans l'huile de colza, et également dans quelques feuilles vertes comme la mâche, la roquette ou le pourpier. Et de l'autre côté, vous allez avoir l'EPA et le DHA, que vous pouvez trouver un petit peu dans les produits animaux terrestres élevés en pâturage, comme je l'ai déjà dit, donc dans la viande, les produits laitiers ou les œufs. Il y a également certaines pratiques de production, certains labels qui renforcent l'apport en oméga 3 dans l'alimentation des animaux afin que la chair des animaux ou les œufs soient aussi, eux, plus riches en oméga 3. Il s'agit par exemple en France du label Bleu Blanc Cœur. Mais tout ceci reste des sources secondaires par rapport à la source primaire qui est représentée par les poissons gras et dans une moindre mesure par les autres produits de la mer, à savoir les fruits de mer et les crustacés, mais c'est avant tout et surtout les poissons gras. Quel est le rôle pour votre santé de ces acides gras en général et du DHA en particulier? Premièrement, les acides gras polyinsaturés rentrent en compte dans la composition des membranes des cellules de votre corps et vont donc jouer sur leur élasticité, leur fluidité, ainsi que sur l'activité de certains enzymes. Deuxièmement, les acides gras polyinsaturés jouent sur l'expression de certains gènes, notamment ceux liés au mécanisme inflammatoire, avec, comme je l'ai déjà dit, les oméga 3 qui ont une action plutôt anti-inflammatoire et les oméga 6 une action plutôt pro-inflammatoire. Un rôle très important également des oméga 3 est pour la santé cardiovasculaire. On a observé que les personnes consommant plus d'ALA et surtout plus d'EPA et de DHA ont une mortalité cardiovasculaire réduite. Par exemple, les Japonais consomment en moyenne 1 g d'EPA et de DHA par jour et ont une mortalité cardiovasculaire de 25% inférieure à celle de la France. Une autre étude a suivi pendant plus de 10 ans 18 000 hommes en Chine et a observé que ceux qui mangeaient plus de 250 g de poisson par semaine avaient 59% de risque en moins de mourir d'une crise cardiaque
que ceux qui en consommaient moins de 50 grammes par semaine. Et il y a de nombreuses autres études qui vont dans le même sens. Un autre rôle fondamental des oméga 3 et celui qui me passionne le plus est celui qu'ils jouent dans le cerveau. Il faut savoir que 60% de la matière sèche du cerveau est composée de lipides, de graisses, dont 8% de DHA, ce qui en fait l'un des principaux acides gras présents dans le cerveau. Alors, parenthèse, le cerveau contient aussi 25% du cholestérol de votre organisme. C'est pour dire le rôle vital qu'il y joue, mais je parlerai de ce sujet une autre fois. Les oméga 3 et spécialement le DHA vont donc jouer un rôle fondamental dans le développement du cerveau et ils auraient joué un rôle dans l'augmentation de la taille du cerveau de nos ancêtres. Certains indices laissant penser qu'Homo erectus aurait consommé des coquillages tirés de lacs en Afrique et surtout ensuite Homo sapiens consommait beaucoup plus de produits aquatiques que Néandertal à la même époque en Europe. Tout cela fait que ces graisses sont importantes pour le développement du cerveau, du fœtus et du bébé. Par exemple, le DHA, l'ALA et l'acide arachidonique, donc un oméga 6, sont les acides gras les plus présents dans le plasma du cordon ombilical. Une grosse étude anglaise avait suivi 12 000 enfants et ceux dont la mère consommait plus de 340 grammes de poisson par semaine pendant la grossesse et l'allaitement avaient un meilleur développement cognitif que les autres. Et c'est d'ailleurs un vrai problème car il n'y a quasiment aucun lait infantile dans le commerce enrichi en DHA et ou en EPA alors que le lait maternel en contient naturellement et que c'est donc un acide gras essentiel. Le DHA est aussi lié au développement visuel, les bébés en recevant le moins pouvant montrer des risques de déficience visuelle. Toujours dans cette thématique du cerveau, les oméga 3 seraient liés à certains problèmes et certains troubles mentaux. Par exemple, les personnes souffrant de dépression ont souvent des taux sanguins d'EPA et de DHA inférieurs à la moyenne et une supplémentation en oméga 3 a donné d'excellents résultats contre le syndrome bipolaire, contre le déclin cognitif ou même pour diminuer les risques de développer la maladie d'Alzheimer. Enfin, autre sujet autour de la santé, les oméga 3 donneraient également d'excellents résultats pour diminuer les symptômes de certaines maladies comme la polyarthrite rhumatoïde ou l'asthme et également aideraient à lutter contre certains problèmes, certaines maladies inflammatoires, voire même contre le syndrome prémenstruel. Maintenant que l'on a vu à quoi servaient les oméga 3, passons au saumon. Les sources les plus faciles d'EPA et de DHA sont les petits poissons gras des mers froides, sardines, harengs, anchois, maquereaux, mais depuis quelques dizaines d'années, le saumon est l'un des poissons favoris des Occidentaux et c'est donc la source primaire d'oméga 3 dans ces pays. Alors, est-ce un bon choix? Le saumon a été consommé depuis la préhistoire, car facile à pêcher quand il remonte les rivières. Et pour rappel, les saumons remontent donc les rivières pour aller pondre leurs œufs, et ensuite les jeunes saumons redescendent au bout d'un certain temps vers la mer pour y vivre leur vie, et le cycle continue. Malheureusement, au 19e et surtout au 20e siècle, avec la surpêche, avec la construction de barrages, les populations de saumon, surtout celles de l'Atlantique, ont commencé à chuter brutalement et c'est pour cela que l'on a commencé à développer l'élevage de saumon, d'abord pour repeupler les populations sauvages, mais ensuite, à partir des années 1970, on s'est mis à utiliser l'élevage pour une consommation directe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 95% du saumon consommé en France par exemple est issu de l'élevage, dont la Norvège est de très loin le premier producteur mondial. Cela représente dans ce pays une industrie de 4 milliards d'euros environ. C'est la deuxième ressource après le pétrole de la Norvège. Et forcément, cet élevage industriel va entraîner de nombreux problèmes pour votre santé que nous allons détailler tout de suite. Les fermes sont en fait des filets dont vous voyez les contours à la surface de l'eau, qui sont au large des fjords ou dans la mer, dans lesquels s'entassent les poissons. Cette concentration a deux conséquences. Cela va favoriser le développement des parasites, surtout du pou de mer qui s'accroche et mange la peau des saumons et peut entraîner leur mort.
et également une conséquence écologique car les fonds marins en dessous de ces fermes sont complètement ravagés avec une couche de plusieurs mètres constituée de déjections, de restes de nourriture et de pesticides. Pour en revenir aux poux de mer, beaucoup d'élevages en Norvège utilisent du diflubenzuron, un pesticide très réglementé dans l'Union européenne, mais comme la Norvège n'en fait pas partie, elle n'a pas ce problème. Le diflubenzuron est aspergé dans la mer à l'aide de gros tuyaux d'arrosage et c'est un cancérigène probable, très toxique et qui, comme tous les toxiques, va se stocker principalement dans les graisses, d'où le fait qu'on va en trouver plus facilement des traces dans le saumon. Il faut savoir aussi qu'avec le temps, les poux sont de plus en plus résistants, ce qui fait que de nombreux produits ont été testés avant, dont beaucoup d'antibiotiques pendant des années, et certainement qu'il faudra en utiliser des plus agressifs à l'avenir, mais à force, ces produits finissent par eux-mêmes être contre-productifs et faire plus de dégâts que les poux. Mais une autre source de polluants qu'on ne soupçonne pas forcément, ce sont les croquettes avec lesquelles les saumons sont nourris. À l'état sauvage, les saumons, lorsqu'ils sont jeunes, consomment surtout des petits insectes à la surface de l'eau et ensuite ils mangent des crustacés et des petits poissons. Et donc en élevage, ils sont nourris avec des croquettes qui posent deux problèmes. Premièrement, ces croquettes contiennent essentiellement des farines de poisson, mais il faut voir d'où viennent ces poissons. Pour un quart, il s'agit des restes de poissons de pêche, comme des têtes ou des queues de sardines, de maquereaux, etc. Et pour trois quarts, de poissons pêchés exclusivement pour l'alimentation animale. Donc encore une fois, naturellement, les saumons mangent des petits poissons. Donc là, il n'y a rien de choquant de ce côté-là. Mais le problème, il est que d'une part, cela peut favoriser la surpêche et d'autre part, il faut voir la qualité des poissons pêchés exclusivement pour nourrir les saumons. Et dans ces poissons, on trouve en partie des poissons pêchés en mer Baltique, l'une des mers les plus polluées au monde, bourrées de polluants organiques persistants, qui vont donc se retrouver dans les farines et ensuite être stockés dans les graisses du saumon. Donc là, c'est vraiment une source de polluants majeurs de manger des saumons qui ont été nourris avec ces croquettes ou dans lesquelles on trouve des farines de poissons pêchées en mer Baltique. Deuxième problème avec les croquettes est que l'on y trouve la plupart du temps un pesticide, l'étoxychine, utilisé comme conservateur. L'étoxychine a été créée dans les années 1950 par Monsanto, et oui, encore eux, et dont la toxicité n'a jamais réellement été étudiée par rapport à l'alimentation animale, mais qui pourrait atteindre le cerveau et être cancérigène. Et une analyse de la répression des fraudes suisses a montré que plus de 95% des poissons d'élevage, donc pas seulement le saumon, en contenaient des traces et malheureusement même quelques références en bio. Justement, parlons du label bio dans l'élevage de saumon. Donc déjà, pour tout ce qui est alimentation, les farines de poissons sont issues de poissons de pêche gérés par quota et il y a minimum 30% d'aliments d'origine végétale dans leur alimentation pour éviter justement la surpêche. Ensuite, il y a aussi des critères d'espace. Les saumons en bio ont beaucoup plus d'espace pour eux qu'en élevage industriel, en élevage conventionnel, ce qui permet par exemple d'éviter la prolifération des poux de mer. Il y a également des critères de production. La production en bio est limitée pour un même élevage un certain nombre de tonnes et il n'y a aucune limite en conventionnel par comparaison. Et bien entendu, on va retrouver les mêmes critères que dans les élevages d'autres animaux, à savoir l'absence d'OGM, une réglementation très stricte sur l'utilisation d'antibiotiques et des produits vétérinaires, etc. Dernier sujet, et non des moindres, qui concerne pas seulement le saumon mais tous les poissons, les métaux lourds en général et le mercure en particulier. Le mercure est très toxique et historiquement a pour origine d'une part les éruptions volcaniques et d'autre part l'activité humaine, à savoir les usines, les centrales à charbon, la production de pétrole. Et les mers et les océans avec les sols sont malheureusement quasiment tous pollués. Et le vrai problème vient de l'accumulation dans la chaîne alimentaire. On va en trouver des traces dans le plancton et les petits crustacés,
puis une plus grande concentration dans les poissons qui mangent ces derniers, et ainsi de suite, jusqu'aux gros poissons prédateurs comme le thon ou l'espadon, qui vont être les plus contaminés. Le saumon, lui, est plutôt dans la fourchette basse, en général, et j'ai même pu avoir accès à des analyses de laboratoire que m'a gentiment fourni la société Food for Good. Et sur le saumon bio et le saumon sauvage du Pacifique, on est largement en dessous des limites. Mais bien entendu, après, les petits poissons comme les sardines, les anchois et les maquereaux seront encore moins pollués. Mais il y a un sujet dont on ne vous parle jamais lorsque l'on évoque le mercure, c'est le lien entre sélénium et mercure. Alors, il faut savoir que le mercure est en grande partie toxique de manière indirecte, car il va inhiber la production d'enzymes dépendant du sélénium, qu'on appelle les sélénoenzymes, qui permettent de protéger le cerveau des dommages oxydatifs. Votre cerveau consomme 25% de l'oxygène que vous respirez, et c'est naturel, il va produire des déchets de par l'utilisation de cet oxygène, déchets qui peuvent aller abîmer les protéines et les graisses qui forment le cerveau. Et donc le problème va venir du fait que lorsqu'il y a trop de mercure qui va empêcher le sélénium de jouer son rôle, on peut avoir donc des dommages très sévères au cerveau à moyen et à long terme. Le plus important est donc le ratio entre sélénium et mercure, ratio qui est totalement positif dans les poissons gras que l'on a déjà évoqués, dont le saumon. Donc il n'y a pas forcément de stress à avoir de ce côté-là, même si bien entendu le but n'est pas non plus d'avoir une quantité absolue de mercure trop importante et de manger des poissons prédateurs. Ce n'est pas une excuse, même si certains poissons prédateurs ont un ratio plutôt positif. Poissons prédateurs d'ailleurs qui doivent absolument être évités par les femmes enceintes. Et en consommant ces petits poissons, une stratégie complémentaire et intéressante peut être de renforcer ces apports en sélénium en mangeant par exemple 1 à 2 noix du Brésil par jour ou tous les 2 jours. Les noix du Brésil étant l'aliment le plus riche en sélénium, mais bien entendu je parle ici d'un apport alimentaire et pas de prendre un complément de sélénium. Dernier point sur le saumon, comme je vous le disais, vous allez trouver soit du saumon d'élevage, soit du saumon sauvage, et en général le saumon sauvage sera surtout au rayon surgelé, des saumons de pêche du Pacifique, le meilleur d'entre eux étant le saumon argenté du Pacifique. Et il est donc légitime de se poser la question de l'impact de la radioactivité suite à l'accident de Fukushima il y a quelques années. Les taux de radioactivité sont testés aux États-Unis, au Canada et ensuite aussi par les importateurs en Europe, et j'ai pu avoir accès à certains résultats. Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, on est dans des taux parfaitement normaux, même des taux similaires à ceux des saumons d'élevage, mais c'est là où je mettrai un bémol. Il y a certaines simulations de chercheurs qui laissent présager une augmentation du taux de radioactivité sur les côtes canadiennes et américaines dans les années qui viennent. Donc il va falloir tout de même rester très vigilant de ce côté-là. En conclusion, et si on fait la synthèse de tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, quelle mise en pratique? Premièrement, ce qui est valable pour absolument tout le monde, essayez de diminuer au maximum vos apports en oméga 6 en éliminant les huiles les plus riches comme celles de tournesol, de maïs, de soja, de pépins de raisin, de cartame, en utilisant très modérément des huiles qui ont un bon ratio oméga 6, oméga 3, mais qui apportent une quantité absolue d'oméga 6 un peu trop importante comme l'huile de colza ou de noix. En oubliant totalement les margarines, en évitant à tout prix les viandes industrielles dont les animaux sont gavés aux céréales, d'éviter vous-même de manger trop de céréales, en restant modéré aussi sur votre consommation d'oléagineux, pas plus d'une poignée par jour, en variant les oléagineux entre les noisettes, les amandes, les noix de macadamia, etc. En réduisant idéalement à 4% maximum de vos apports caloriques par jour les oméga 6, idéalement même 2%, et vous allez ainsi pouvoir diminuer d'autant vos besoins en oméga 3. Ensuite, pour les oméga 3, 2 stratégies complémentaires. Premièrement, un apport en ALA, les oméga 3 végétaux, ce qui doit être fait par tout le monde, mais forcément renforcé chez les végétariens et les végétaliens. Et ensuite, un apport en EPA et en DHA,
par les produits marins et surtout donc par les poissons gras. En prenant en compte les bénéfices et les risques, mon conseil est donc à partir du moment où vous mangez du poisson, ce que je conseille donc très très vivement, d'en manger entre 300 et 500 grammes par semaine, suivant votre gabarit, soit environ 2 à 4 fois par semaine, en privilégiant en priorité les petits poissons gras, sardines, harengs, maquereaux, anchois, qui sont en plus souvent les moins chers. Et le saumon peut parfaitement faire partie des options. Alors en le prenant soit bio et d'Irlande de préférence, soit sauvage avec le point d'attention que j'ai évoqué pour le Pacifique juste avant dans les années qui viennent. Pourquoi l'Irlande pour le saumon d'élevage bio? Parce que 80% de la production là-bas est bio et donc la mer est très certainement beaucoup moins polluée et l'environnement global mieux préservé. Et dernier point, il faut consommer du saumon frais ou en pavé surgelé, mais éviter de manger trop de saumon fumé, car d'une part, le saumon fumé industriel n'est pas séché au gros sel comme dans les techniques traditionnelles, mais piqué à la saumure. Et ensuite, le fumage se fait aussi par certains produits chimiques. On va trouver l'utilisation de certains solvants et non pas l'utilisation traditionnelle des bois que l'on peut trouver encore dans le saumon fumé bio. Mais même le saumon fumé bio contiendra des hydrocarbures qui peuvent être cancérigènes si on en mange trop souvent. Alors, est-ce que prendre des compléments d'oméga 3 à base d'huile de poisson est équivalent à manger des petits poissons gras comme je viens de l'évoquer? La réponse est clairement non, et ça c'est un point sur lequel je voudrais insister. Un complément est là pour compléter, il ne sera jamais équivalent à un vrai aliment. Dans le poisson gras, comme le saumon, on ne va pas trouver que des oméga 3, on va aussi trouver, donc je l'ai déjà dit, des protéines, des vitamines B, du sélénium, de l'iode, etc. Donc ce n'est jamais équivalent. Philosophiquement, il faut vraiment comprendre qu'il faut arrêter de vouloir avoir des pilules magiques. Il faut déjà revenir à une alimentation avec des vrais aliments qu'on peut ensuite éventuellement compléter de manière intelligente et au cas par cas. Mais dans ce cas-là, j'insiste vraiment plutôt sur manger en priorité des petits poissons gras, surtout que pour les compléments d'oméga 3 à base d'huile de poisson, à part sur certaines marques un petit peu plus haut de gamme, la plupart du temps, il n'y a aucune traçabilité affichée sur l'origine des poissons utilisés, donc vous ne savez pas forcément quels ont été les poissons utilisés pour fabriquer ces compléments et si ces compléments ne favorisent pas la surpêche. Après, bien entendu, les compléments d'oméga 3 peuvent représenter un intérêt, par exemple chez des personnes en ayant vraiment besoin, mais pour une raison ou une autre ne pouvant pas consommer de poisson, ou pour ceux qui auraient besoin de renforcer un petit peu les apports, par exemple ceux qui auraient des troubles mentaux, comme on l'a déjà évoqué en début de vidéo, les personnes avec des maladies inflammatoires, une femme enceinte, etc. Et dernier point, il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans l'excès inverse au niveau de l'équilibre oméga 3, oméga 6, et d'avoir beaucoup trop d'oméga 3 par rapport aux oméga 6, notamment trop d'EPA, qui en trop grande quantité va bloquer l'action de l'acide arachidonique, un oméga 6 qui est donc un oméga 6 mais dont on a besoin un minimum et que je vais réévoquer dans quelques instants. Ensuite, pour les végétariens et les végétaliens, que faire? Alors attention, les conseils que je vais donner ici sont valables aussi pour tous les autres. Vous êtes obligé d'augmenter vos apports en ALA d'une part et d'optimiser la conversion en EPA et en DHA d'autre part. Pour les apports en ALA, la source primaire est représentée par les graines de lin, qu'il faut moudre avant de les manger pour bien les digérer, une bonne cuillère à soupe par jour environ, minimum. L'huile de lin est possible aussi, mais il faut faire attention car les oméga 3 sont très sensibles à l'air, la lumière et la chaleur, et donc ne jamais cuire avec une huile qui contient des oméga 3. Et sans les autres nutriments présents dans les graines pour les protéger, ils peuvent donc s'oxyder très vite sous forme d'huile qu'il faut absolument conserver au réfrigérateur et consommer rapidement une fois la bouteille ouverte. Un autre problème avec les graines de lin est qu'elles contiennent des phytoœstrogènes comme le soja, mais dans l'absolu en plus grande quantité, ce qui peut poser donc problème chez surtout les femmes avec une dominance œstrogénique,
et ou un manque de progestérone, ce qui peut être la source de problèmes comme le syndrome prémenstruel, et en favoriser d'autres comme les fibromes utérins. On peut aussi optimiser ses apports en vitamine E en parallèle pour se protéger justement de l'oxydation de l'ALA, en mangeant notamment des amandes, des noisettes, des avocats ou des épinards. Il faut compléter en variant ensuite avec toutes les autres sources, noix, graines de chia, pourquoi pas un peu de graines de chanvre, les verdures qui en contiennent comme la mâche, la roquette, le pourpier, etc. Ensuite, comment optimiser la conversion de l'ALA en EPA et en DHA, sachant tout de même que cela ne sera jamais équivalent à un apport plus important direct par une consommation de poissons gras. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a un facteur génétique et que notamment les femmes jeunes convertissent mieux que les femmes plus âgées et que les hommes. Ensuite, il y a des nutriments qui influent sur cette conversion, qui sont surtout le zinc, la vitamine B3, la vitamine B6, la vitamine C et le magnésium. Donc assurez-vous d'avoir des apports optimum et le problème principal sera surtout le zinc, car celui présent dans les végétaux, comme les lentilles, le sésame ou les graines de courge, est assez mal absorbé. Il n'y a pas que la teneur absolue qui compte dans un aliment, mais aussi le taux d'absorption. Les meilleures sources de zinc dans l'absolu sont de très loin les fruits de mer, les huîtres en particulier. Donc si vous êtes végétalien et que vous pensez manquer d'oméga 3, regardez aussi vos apports en zinc. Optimiser ces apports en oméga 3 en misant tout sur les ALA demande un ajustement assez fin, car un excès va diminuer du côté des oméga 6 la conversion de l'acide linoléique en acide arachidonique, qui reste tout de même nécessaire un minimum. Des symptômes possibles d'une carence en acide arachidonique sont des problèmes de peau sèche ou qui gratte, des cheveux secs, des pellicules ou d'autres effets plus invisibles comme favoriser l'infertilité ou favoriser des troubles mentaux comme la dépression, la schizophrénie ou le syndrome bipolaire. Donc à surveiller aussi de ne pas non plus surconsommer des ALA en vous gavant par exemple d'un bol de graines de lin tous les jours. Enfin, tout dernier point, les algues et le DHA. En effet, les poissons concentrent le PA et surtout le DHA que l'on trouve à la base de la chaîne alimentaire marine, à savoir le plancton. Plancton dans lequel on trouve ce qu'on appelle des microalgues, la plus connue étant la spiruline. On trouve aussi un tout petit peu de DHA dans les algues fraîches comme le nori ou le wakame, que vous trouvez en magasin bio en barquette ou en version séchée, mais dans des quantités négligeables. Par contre, parenthèse, en tant que végétarien ou végétalien, je vous invite très fortement à consommer ces algues, notamment pour l'apport en iode, pour éviter les problèmes de thyroïde. Pour en revenir à nos microalgues, ce ne sont pas les plus connus, par exemple la spiruline ou la chlorella, qui contiennent vraiment le plus de DHA, mais d'autres variétés à partir desquelles on fabrique une huile riche en DHA et un petit peu en EPA. Ce sont des compléments qui ont un réel intérêt chez la femme enceinte ou allaitante, vu l'importance fondamentale, comme on l'a vu, du DHA pour le développement du cerveau et de la vision. Mais les autres végétariens peuvent aussi bénéficier dans l'absolu de cet apport supplémentaire. Et que ce soit pour les compléments à base d'huile de poisson ou de microalgues, demandez conseil à votre médecin en cas de prise de traitement anticoagulant. Vous savez maintenant absolument tout sur les oméga 3 en général et le saumon en particulier. Bien entendu, tout ceci n'a de sens qu'au sein d'une alimentation globalement équilibrée et optimisée. Il ne s'agit ici que d'un aspect parmi beaucoup d'autres, les autres graisses, les protéines, les glucides, les vitamines, les minéraux, etc. Et pour un changement global, je vous redirige vers le programme en ligne Natura Coach. Laissez-moi un commentaire sous cette vidéo pour me dire si mes conseils ont fait évoluer votre stratégie d'apport en oméga 3 ou pour me poser vos questions. Faites du bien à vos amis en la partageant sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur naturacoach.com.